Merci, commandant Jacques Roger. Merci, Jacques Roger Show International. C'est la radio, la première radio de la diaspora africaine actuellement sur les réseaux sociaux. Depuis, Jacques, tu peux me dire l'année où la radio a été créée? Allô, vous êtes là? Vous pouvez me dire l'année où la radio a été créée? Ah oui, depuis 2005. Tu dis quoi? 2000? Oui, depuis 2005, oui. 2005? 2005? Wow! Oui, Ça fait combien? 20 ans? Oh, oui. Ah oui, ça, on doit te donner un prix Nobel pour ça. C'était en fin 2005, fin 2005-2006. Oui, mais depuis 2005, c'est que c'est vraiment chose, hein, c'est vraiment chose. En tout cas, merci. OK, merci. Il y a de quoi dire merci à commandant Jacques Roger. Hein. La radio est là depuis 2005, vers fin 2005, c'est déjà 2005. C'est-à-dire 20 ans que cette radio existe. Vraiment, il faut tirer le chapeau pour ceux qui ne le savent pas. Tout ce que Jacques touche devient de l'or. Même la boue devient de l'or. Merci. Alors, nous ne sommes plus loin des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes plus loin. Alors, il faut chevaucher les chevaux. On ne va pas attendre à la dernière minute pour pleurnicher. Et Dramane Ouattara est en train de jouer sur le temps. Et nous ne pouvons pas aller à ces élections sans Laurent Gbagbo, sans Soro Guillaume, sans Thiam. Ça, jamais. Il ne peut pas avoir élection sans ces personnes-là. Donc, les Ivoiriens doivent se mobiliser maintenant. Chaque parti politique a fait ses erreurs. Chaque parti politique a fait ses erreurs. Chaque leader a fait ses erreurs. Aujourd'hui, il n'est plus question de ça, on met derrière. Et on avance dans la lutte. Une lutte commune, bien organisée. Il y a des brebis galeuses parmi nous. Mais au cours de la marche, nous allons les détecter tous. Un à un, une à une. Donc, l'objectif de la Côte d'Ivoire, l'objectif de tout Ivoirien, patriote qui aime son pays, c'est le futur des générations à venir. Il y a eu la génération de nos ancêtres. Il y a eu la génération des temps où les Almoravides sont arrivés. Il y a eu la génération où les Européens sont arrivés. Non, les Arabes d'abord, les Européens. Il y a eu la génération de la colonisation, la génération des Houphouët-Boigny, les indépendantistes. Et aujourd'hui, c'est la génération de la liberté, la souveraineté réelle, positive, c'est-à-dire le droit de s'autodéterminer. C'est ça la souveraineté. C'est tout. Si certains pays comme l'Europe, certains groupes comme l'Europe, certains pays comme la France demandent par la voix de leur président Macron
leur souveraineté vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas une utopie si les Africains demandent aussi leur souveraineté. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une utopie que l'Africain demande une indépendance réelle, une indépendance positive, une souveraineté de sa politique, une souveraineté de son économie et une souveraineté de son armée. Il n'y a rien de mal en cela. Les Européens viennent de voter un budget gigantesque. On se demande bien où ils vont avoir cet argent pendant ce moment difficile pour se bâtir une armée puissante où ils n'auront plus besoin de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique. Si ce n'est pas une utopie pour les Européens, ce n'est pas non plus une utopie pour les Ivoiriens, pour les Africains en général, d'avoir leurs propres armées. Nous sommes dans un monde dangereux et imprévisible. Nous sommes dans un monde dangereux et imprévisible. Pour cela, il appartient à chaque peuple, de s'auto-défendre, vaille que vaille, protéger ses biens et protéger ses populations. Aux indépendances, nous n'avions rien. Et la France nous a proposé que moi j'assure votre défense, vous me payez. Et c'est ce que nos présidents ont accepté en 1960. On ne peut pas les accuser d'avoir accepté ça. On ne peut pas les accuser. Puisque nous n'avions même pas d'argent. On venait de naître. On ne peut pas demander à un bébé, tu es né, il faut marcher. Donc aujourd'hui, si quelqu'un se lève pour accuser nos premiers présidents, c'est que lui-même il est irréaliste dans son raisonnement. C'est une très bonne proposition. Donc nos pays étaient plus axés sur la transformation de leur pays, de nos pays. Ils étaient axés sur la transformation et le développement de nos pays. Donc ils ont complètement laissé le côté militaire. Puisque la France a décidé de nous défendre, de nous protéger contre d'éventuelles attaques. Contre qui, on ne sait pas. Mais comme je le dis, le monde dans lequel nous sommes est dangereux et imprévisible. L'attaquant peut sortir de partout. Comme aujourd'hui, nous avons des djihadistes, des terroristes, des Al-Qaïda, nous avons des Boko Haram qui sont sortis de nulle part et qui traumatisent les Africains. D'où sont sortis ces terrorismes? D'où viennent ces terroristes qui terrorisent l'Afrique de l'Ouest? Et aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, c'est beaucoup en Afrique qu'on parle de terrorisme. En Asie, on ne parle pas de terrorisme. En Amérique latine, les terroristes, c'est entre eux-mêmes, les vendeurs de drogue, les cartels de drogue. C'est entre eux-mêmes qui se tuent. Ou bien les factions politiques. Mais nous, chez nous, nos terroristes, ils viennent d'où? Nos terroristes viennent d'où? Qui les a formés? Qui les arme? Et aujourd'hui, on s'en rend compte que la France à qui nous avions confié notre destin, notre sécurité, est elle-même, c'est elle-même qui fait les coups d'État en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, qui fait les coups d'État même dans les autres pays et qui, comment ça s'appelle, arme les djihadistes
qui entraînent et qui forment et qui arment les djihadistes, les terroristes, Boko Haram, Al-Qaïda, AQMI et autres pour terroriser les Africains. Donc, demander maintenant la souveraineté africaine sur le plan militaire, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un rêve, mais c'est une réalité qu'on peut réaliser. On s'est trouvé que celui à qui on s'est confié est devenu notre bourreau, c'est notre bourreau. On s'est confié à notre propre bourreau. On s'est confié à notre propre ennemi. C'est pour vous dire à quel point les Français ne sont pas dignes de confiance. Les Français n'ont jamais aimé l'homme noir. Dans toute l'Europe, les Européens n'aiment pas les hommes noirs, mais les Français sont pires. Arrivé aux États-Unis devant le racisme grandissant, j'ai cherché à comprendre et à étudier qui a été le mauvais esclavagiste. Je répète, arrivé aux États-Unis, parce que nous sommes en Afrique, nous ne voyons pas ce qui se passe. Est-ce que tous les colonisateurs étaient tous mauvais, méchants? Arrivé aux États-Unis, j'ai cherché à savoir, mais parce que tous les Européens étaient en Amérique ici. Hein. L'Amérique que nous avons, les Blancs que vous avez là, ce sont tous des Européens. Ils sont tous venus de l'Europe. Ils sont venus de tous les pays de l'Europe. Et ils connaissent leurs liés, tous les Blancs que vous voyez en Amérique ici, ils connaissent d'où sont venus leurs ancêtres. Si un qui vous dit qu'on n'est pas, il a menti. Et c'est un homme dangereux. Eux tous connaissent d'où ils sont venus de l'Europe. Leurs parents, comment ils sont arrivés, connaissent. Ils peuvent tracer leur généalogie jusqu'à leurs ancêtres en Europe. Et c'est eux tous qui ont pratiqué l'esclavage ici. Donc j'ai cherché à savoir qui a été le mauvais esclavagiste. Et je découvre que les Français ont été pires. Non seulement en Amérique ici aussi, et dans les Caraïbes, où il y a les Français. Les Français étaient contre l'abolition de l'esclavage. Les Français, après l'abolition de l'esclavage, ont remis l'esclavage dans les Caraïbes. Et pendant la colonisation, les Français nous ont colonisés au même titre que tout le monde. Mais après la colonisation, les Français continuent de maintenir l'Afrique francophone dans l'esclavage économique, dans l'esclavage sécuritaire et même politique, parce que c'est la France qui définit la politique de chaque pays en Afrique. C'est la France même qui donne l'ordre du jour des conseils des ministres dans les pays, dans ces anciennes colonies. Et nous sommes dans l'esclavage économique aujourd'hui parce que la monnaie que la France nous donne, la France nous loue sa monnaie coloniale. La France nous loue sa monnaie coloniale. Jusqu'à 1990, les pays francophones payaient à 100% de leurs revenus le franc CFA. Aujourd'hui, c'est devenu 50%. La France a toujours maintenu ses colonies dans l'esclavage économique, militaire et politique. Lorsque le 19 septembre, la nuit du 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée par des rebelles, le président Laurent Gbagbo a demandé la mise en application des accords militaires Côte d'Ivoire-Paris pour venir en aide, même s'il venait que
Il ne venait pas pour tuer les rebelles, mais qui venait, fin à cette rébellion, c'était une bonne chose. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ont refusé. Ils ont dit à Laurent Gbagbo, c'est une affaire ivoiro-ivoirienne. Alors que la France était trempée dedans de ses 10 orteils et de ses 20 doigts. De ses 10 orteils et de ses 10 doigts. Elle est venue même faire la partition du pays. On a vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance en la France pour assurer notre défense, notre protection des personnes et des biens, ni la sécurisation de notre territoire. J'ai dit, quand Laurent Gbagbo venait au pouvoir, d'après les conseils d'un général ivoirien, à qui j'ai causé, quand Laurent Gbagbo, le président, venait au pouvoir, l'armée ivoirienne n'avait même pas plus de 100 mitraillettes. La Côte d'Ivoire avait des fusils à canon qui ont servi à la Première Guerre et à la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que la France a vendu à la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire était attaquée par les rebelles, ils avaient des armes plus sophistiquées que l'armée ivoirienne. Mais la bravoure de notre armée ivoirienne a fait qu'ils n'ont pas pu venir à bout de notre armée et de notre pays si ce n'est pas la France qui est venue apporter son soutien de leur côté. Il faut dire merci à notre armée ivoirienne, les FANCI. À cette époque, c'était les FANCI, les forces armées de Côte d'Ivoire. Je pense que nous allons revenir à ça. La Côte d'Ivoire a formé des grands militaires, que je ne vais pas citer les noms, mais on n'avait pas le matériel pour nous défendre parce que la France ne nous permet pas de nous armer. Si j'ai ouvert cette parenthèse, c'est pour vous montrer à quel point les Français sont très démoniaques. Je continue encore que les Français n'aiment pas le nègre. Allez-y lire les auteurs français sur leur point de vue sur le nègre. Vous allez comprendre à quel point les auteurs français ont dénigré la race noire. Allez-y lire Voltaire, allez-y lire plein, vous allez comprendre ça. Vous voyez aujourd'hui à travers l'Europe les statues qui n'ont pas de nez. Vous savez ça? Bien. Parce que c'est les Noirs qui ont envahi l'Europe et qui ont apporté la civilisation aux Européens. Quand les morts, ce n'est pas les Mauritaniens là, ça ce sont des Arabes. Quand les morts, ça veut dire noirs, arrivaient en Europe, les Européens dormaient dans des étables avec les animaux. Et c'est la même chose dans la Bible avant la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ dans une étable. On dit quoi? Une étable, allez-y corriger. Vous les Français, je m'en fous. Jésus est né dans l'étable. C'est-à-dire que à cette époque, ces personnes-là, tous ces gens-là, les Babyloniens, par exemple, les Babyloniens avec tous ces Européens sont la même chose, dormaient à même dans des cours avec les animaux. Ce sont les morts qui ont dit non, on ne dort pas avec les animaux. Les animaux font leur étable à part et puis les hommes dorment en part. Les Blancs ne connaissaient pas ce qu'on appelle cabinet où on va chier là. Les Blancs ne connaissaient pas ça. Quand ils ont construit Versailles, il n'y avait pas un seul WC dans Versailles. Il n'y avait pas un seul WC dans Versailles à l'origine de sa construction. Les Blancs chiaient partout comme des animaux. Ce que je vous dis, c'est la vérité.
Et les Blancs qui ont apporté, les Noirs qui ont apporté, les Morts qui ont apporté la civilisation aux Blancs, ils avaient leur effigie à travers l'Europe. Des Noirs ont été rois en Allemagne, au Portugal, un peu partout en Europe, même l'Angleterre. King James, on vous parle toujours, King James était un nègre. Mais aujourd'hui, c'est un blanc que l'on présente. Je vais arriver là. Donc, les Français n'ont jamais aimé les Noirs. Et c'est en France, écoutez très bien, principalement à Dijon, qu'ils ont commencé à casser les nez des statues et des statuettes qui envahissaient toute l'Europe. Parce que le nez détermine le visage de la personne. Quand on voit un nez là, si on enlève le nez qu'on présente un visage, on ne sait plus si c'est blanc ou noir, c'est fini là. Mais quand il y a le nez qui est là, on connaît le nez de noir, on connaît le nez de blanc, on connaît le nez des arabes, on connaît le nez des hindous, on connaît le nez des chinois, japonais, tout. C'est à Dijon, principalement à Dijon en France, qu'ils ont commencé à casser les nez des statues et statuettes qui envahissaient toute l'Europe. Et c'est Napoléon qui est parti en Égypte en visite en Égypte. C'est lui, les Français vous mentent. C'est lui de son âme, il a tiré sur, comment ça s'appelle, le Sphinx, c'est-à-dire la pyramide de Giza, et a tiré sur le nez et a détruit, cassé le nez de ce Sphinx. Les Français disent non, c'est pas Napoléon, il se justifie, mais tout le monde sait que c'est après le départ. Après que Napoléon ait quitté, que ce truc-là, le Sphinx, son nez est cassé. C'est Napoléon qui a fait ça. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que les nègres étaient tellement imbéciles qu'ils ne pouvaient pas construire des pyramides, que ce sont des Blancs, des Européens, ou bien même quelquefois, ils s'en dit que ce sont des extraterrestres qui ont construit ça. Voici ce que est l'homme français. C'est ça, l'homme français. Ils n'aiment pas le nègre. Aujourd'hui, demain, c'est l'élection du pape. Et si on veut voir dans la liturgie traditionnelle, théologique, canonique, c'est Robert Sarah, le cardinal, je vous parle en tant que chrétien catholique, ancien séminariste. Dans ma promotion, il y a un évêque, il y a 2 évêques et il y a 11 prêtres. Dans ma promotion, quand nous sommes rentrés en 6e, nous avons 11 prêtres, il y a 3 qui ont décédé et 2 évêques. Donc je sais de quoi je parle. Donc, Robert Sarah, Macron est en train de manigancer pour ne pas qu'on choisisse un pape noir. Bien. Mais je vais plus loin encore. En 1887, écoutez très bien, en 1887, il y a eu des missionnaires blancs qui sont partis en Éthiopie. Vous savez qu'en Éthiopie, ils ont une église là-bas, les Coptes. C'est-à-dire la tradition pure de l'église. L'église catholique romaine que vous voyez là, ce n'est pas du vrai. Je vous le dis. Donc, ces missionnaires français sont allés et ils ont découvert, comment s'appelle,
la Bible copte de l'Éthiopie. Les vrais chrétiens originaux là, ils sont en Éthiopie et en Égypte. On les appelle les Coptes en Égypte. Eux ne se mêlent pas de ces églises ouya que vous voyez là. Non, ils ne sont pas dedans. La vraie église, c'est en Syrie, à Damas. C'est là la vraie église. Ce que vous appelez romaine là, ça c'est des conneries ça. Mais c'est ça qu'ils ont pris pour nous esclavager mentalement, psychologiquement, spirituellement. C'est du faux. C'est Kwasi Dougan Emmanuel qui vous parle. Donc, ces missionnaires français en 1887 vont aller étudier la Bible copte de l'Éthiopie, qui a été gardée depuis des... Je vous rappelle que dans les Actes des Apôtres, après la mort de Jésus et sa résurrection et sa montée au ciel, un Éthiopien était avec... c'est quel apôtre de Jésus là? Et il demande à l'apôtre de Jésus que lui ne comprend pas ce que la parole dit, donc de lui expliquer. Si pasteur Aka est là, il peut donner ça. Donc, les Éthiopiens sont depuis très longtemps, savez-vous aussi que la première femme de Salomon, c'était la reine Shaba, la reine d'Éthiopie, avec qui ils ont eu des enfants. Et comment s'appelle la Bible d'Éthiopie est gardée secrètement par des gardiens depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, dans des grottes et dans des cavernes. Donc, après avoir étudié ça, les missionnaires français en 1887, ils ont réalisé que si jamais cette Bible est promulguée, ça met en péril leur Bible catholique de 66 livres. La Bible catholique, c'est 66 livres. La Bible, éthiopienne, c'est 88 livres. Mais complet. Quand vous prenez certains textes, comparés avec les Bibles que vous avez, ouya partout là, il y a des parties qui sont supprimées. C'est-à-dire, je prends un exemple. Hein. Vous prenez par exemple Maccabée. Dans l'église, la Bible catholique, il y a une partie de Maccabée qui n'existe pas, mais qui existe dans les livres, dans la Bible d'Éthiopie. Et des choses comme ça. Donc, c'est eux qui vont décider, écoutez très bien, ces missionnaires français, après 1887, c'est eux qui vont décider. Parce que dans la Bible éthiopienne originale, il y a les dessins. Il y a les dessins des apôtres et les dessins même de Jésus-Christ. Et toutes ces personnes étaient des Noirs. Avant l'Église, c'était des Noirs. Mais aujourd'hui, c'est blanc. Alors qu'on dit qu'en Israël, les Israéliens sont des Sémites. Mais les Sémites ne sont pas des Blancs. Les Sémites ne sont pas des Européens. Les Sémites ne sont pas des Européens. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la Bible,
Jésus est blanc, les apôtres sont blancs, la Vierge Marie est blanche, alors qu'on nous dit que la maman de la Vierge Marie vient de l'Égypte, et son nom c'est Anna. Oui. Et le père de Marie, c'est Joachim, ou Joachim. Joachim est noir. Comment Marie peut être une femme blanche? Mais comme les Africains ont l'esprit complètement annihilé, quand tu leur parles de ça, ils disent, oh, je vous dis que si on avait conçu les Blancs, ils ont fait Jésus blanc. Si Jésus était resté noir, Marie noire, les apôtres noirs, ils n'auraient jamais pratiqué la religion chrétienne. C'est moi qui vous dis. Donc, ce sont ces missionnaires français de 1887 qui vont imposer le blanchissement de la Bible et de l'Église romaine. Moi, j'appelle l'Église romaine. Ce n'est pas l'Église catholique. L'Église catholique, ce sont les fondateurs jusqu'à l'an 100. Jusqu'à l'an 300. Après 326, au concile de Nicée, elle est devenue maintenant la propriété romaine. Donc les Français qui sont là n'aiment pas le noir. Les Français, ce sont les plus gros hypocrites. Tous les Européens sont des prédateurs, des bandits, des criminels, des barbares. Ça, on le sait. Mais les Français sont hypocrites, très hypocrites. Il ne faut jamais faire confiance à un Français. Vous faites confiance à un Français, il va vous piquer le couteau dans le dos. Un Français, c'est un serpent. Un Français, c'est un serpent. Un Français, c'est un serpent. Les Noirs doivent comprendre ça. Donc, quand aujourd'hui, il y a des Noirs qui sont en train de s'en prendre des Noirs qui sont en train de s'en prendre à des Noirs parce qu'ils sont en train de chercher, ils sont en train de lutter pour avoir leur souveraineté politique, économique et militaire, on les traite des Africains, on les traite de tous les mots d'oiseaux, on les traite des plaies d'Israël, les plaies d'Égypte. Vous êtes des Africains maudits. Voici ce qui s'est passé. Depuis 2 semaines, tout le monde entier est en train de chanter, marcher, défendre M. Ibrahim Traoré. Moi, je ne l'appelle pas Ibrahim Traoré, je l'appelle Sankara II. C'est Sankara qui est revenu, qui est là. Sankara II. Oui. La France doit tout faire pour déstabiliser le Sahel parce que 31 décembre 2025, nous rentrons dans un nouveau monde. C'est terminé pour l'Europe. L'Europe doit maintenir sa pression en Afrique par la France. Après les indépendances, c'est la France qui a perdu l'Europe, qui a perdu la guerre, qui a été envahie par l'Allemagne. Mais parce qu'elle a des colonies, l'Europe est derrière la France pour faire les mauvaises choses en Afrique. C'est la France qui vient piller nos ressources pour aller les vendre aux Européens. Donc les Européens sont de connivence et supportent la France. Oui, il y a quelques pays comme l'Italie, ça c'est autre chose. Mais l'Italie était dans la guerre contre l'Irak. Donc, ces Européens-là,
Nous devons prendre des exemples. Comment la Chine s'est imposée au monde aujourd'hui. Quand la Chine s'est libérée de l'emprise de l'Angleterre, la Chine s'est fermée sur elle-même pendant 30 ans, ce qu'on appelait la révolution culturelle avec Mao Tse-tung. Quand la Chine s'est ouverte, elle a dominé le monde aujourd'hui. Voici la vérité. La Russie qui a subi toutes les exactions humiliantes comme l'Afrique. Aujourd'hui, elle est la plus puissante armée du monde avec les plus grandes technologies du monde. Ça veut dire que nous, les Africains, notre génie créateur peut nous amener à nous développer sans l'aide de la France, sans l'aide des États-Unis d'Amérique. On n'a pas besoin de l'Europe pour développer l'Afrique. On n'a même pas besoin des États-Unis pour développer l'Afrique. Des pays qui n'ont rien, le seul pays qui a des richesses et qui s'est développé, c'est la Russie. Qui s'est développé à partir de ses propres richesses. La Chine n'a pas de richesse, l'Asie n'a pas de richesse, mais elle est développée. L'Amérique s'est développée par l'effet de l'esclavage. Imaginez-vous quelqu'un une famille qui pendant 400 ans avait 250 esclaves qui travaillaient gratuitement pour lui. Pour elle, cette famille peut peut-être être pauvre encore. Voici. C'est la traite d'esclaves en Amérique qui a rendu les Américains très riches. Les Européens, c'est par le pillage et la prédation sur les matières et les richesses des autres pays. Mais nous en Afrique, nous avons toutes les richesses. Nous avons toutes les richesses. Et aujourd'hui, l'Afrique a plus d'intellectuels, de savants que l'Europe entière n'avait au XVIIIe siècle, l'année des Lumières. Ça veut dire que si nous avons de bons leaderships, si nous avons des présidents courageux, on peut développer notre pays. On peut développer nos pays. On peut développer nos pays que de vendre nos richesses. Pouvez-vous imaginer en Guinée? La Chine vient prendre des cargaisons de bauxite, de fer. Les Guinéens ne savent même pas combien de tonnes la Chine prend. Et quand les paquebots, les conteneurs arrivent en Chine, c'est eux maintenant qui vont appeler pour dire, ce qu'on envoie là, c'est 5 tonnes. Hein. Ce qu'on envoie là, bon, il n'y a rien de bon dedans, c'est 1 tonne. Et les Guinéens attendent que les miettes. Comment la Guinée peut se développer avec toutes ses richesses? Je vous dis, le bauxite seul peut développer la Guinée. Depuis que la Guinée exploite le bauxite, la Guinée devait envoyer ses meilleurs étudiants, ses meilleurs élèves au bac, aller étudier dans les grandes universités du monde pour venir transformer son bauxite, son fer. Une seule richesse en Guinée peut rendre riche toute la Guinée. L'Arabie Saoudite compte sur quoi? Il ne compte que sur le pétrole. Le Qatar ne compte que sur le pétrole. Tous les pays arabiques ne comptent que sur le pétrole. Aujourd'hui, Dubaï. Allez-y voir Dubaï. Allez-y voir Dubaï.
Dubaï qui utilise des Lamborghini comme véhicules de police. Des stations de bus climatisées. Des stations de bus climatisées à Dubaï. Mais c'est l'argent du pétrole. Le Nigeria a découvert le pétrole avant Dubaï. Le Nigeria ils ont découvert le pétrole au Nigeria avant Dubaï. Mais regardez le Nigeria. Des Anago du Nigeria vont faire taxi à Dubaï. En 1974, Nigeria envoyait de la nourriture pour nourrir Dubaï, les Émirats arabes unis. Tout ça là. Mais aujourd'hui, là, Dubaï est mieux que n'importe quelle ville en Afrique. Les femmes du Nigeria vont faire prostitution à Dubaï. Aujourd'hui, toute l'Afrique se déborde à Dubaï pour aller faire des achats. Ils n'ont que seulement le pétrole. Et nous, avec toute notre diversité produits, nous sommes incapables de pas seulement forcément être développés, de faire mieux, apporter le bien-être à nos populations. À nos populations, nous ne faisons même pas mieux. Le seul pays qui a fait mieux pour ses populations avec l'argent du pétrole, c'est la Libye. Où le bien-être était vraiment... Mais aujourd'hui, ils ont tué Kadhafi. Mais ce que Kadhafi a fait pour ses populations, c'est ce que le Qatar a triché. C'est ce que les pays arabiques font maintenant à leur population. Faire profiter l'argent du pétrole à leur population. Mais nous, notre argent de cacao, aujourd'hui le cacao s'achète à plus de 7 000 francs CFA le kilo. Combien gagne le planteur ivoirien? 2 000 francs. Et ce sont des gens qui sont assis dans les bureaux, climatisés, voitures climatisées, maisons climatisées, qui bénéficient. Rappelez-vous que en mars 2016, Draman Ouattara a dégagé 11 milliards de ristournes pour récompenser les acheteurs, les quatre gros acheteurs de cacao en Côte d'Ivoire. 11 milliards, il leur a donné 11 milliards. Ils sont 4. 4 personnes. C'est-à-dire les Fodoro et puis 3 autres. Pour les récompenser. 11 milliards pour eux. Alors que nos paysans ont été oubliés. Aujourd'hui, l'appel que je lance aux Ivoiriens, nous devons taire nos divergences. C'est parce qu'il y a une divergence entre nous en Côte d'Ivoire, entre Ivoiriens et Ivoiriennes, que Draman a prospéré. Il faut mettre fin à ça. Préparez-vous pour tous ceux qui veulent intervenir. Préparez-vous, je vais vous donner la parole. Taisons nos divergences. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de PDCI. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de FPI. Ce n'est pas une affaire de PPAC. C'est une affaire de l'avenir des Ivoiriens. C'est une affaire de l'avenir des Ivoiriens. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons reconsidérer notre unité nationale.
Nous devons reconsidérer nos accès. Nous devons reconsidérer notre cohésion nationale passée, où les Ivoiriens vivaient ensemble. Il n'y avait pas de distinction entre nous. Et même avec les étrangers. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que l'étranger est devenu notre ennemi. C'est eux qui s'accaparent de tous nos terres. C'est eux qui s'accaparent de nos identités. Et ils ont l'audace même de dire que certificat de nationalité, ça ne veut rien dire. Passeport, ça ne veut rien dire. Des soi-disant grands intellectuels d'un gouvernement. C'est grave, chers frères et sœurs. La situation est grave. Lorsque on met en péril votre identité, vous n'êtes plus des êtres humains. Vous n'êtes plus un citoyen. Quand on met en cause ton identité, vous n'êtes plus citoyen de la cité. On doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble pour chasser Draman Ouattara du pouvoir. Draman Ouattara fera son congrès en juin. Mais avant juin, je vais vous dire une chose. Il va mettre tout le monde sur la liste électorale. Ouais, Draman, c'est un homme de paix. C'est vraiment le successeur digne de Houphouët-Boigny. C'est un homme de la paix. C'est ceci, c'est là. Faites très attention. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas le nom de Thiam sur la liste. Le problème, ce n'est pas le nom de Gbagbo sur la liste, de Soro sur la liste, de Blé Goudé sur la liste. Le problème n'est pas là. Le problème est plus profond que ça. C'est la commission électorale qui va organiser les élections, qui a déjà son vainqueur. Donc, en chassant Draman Ouattara, on chasse la commission électorale. Nous sommes juin, juillet, août, septembre, octobre. Nous sommes à 5 mois des élections. Il faut aller vite. Draman joue sur le temps pour mettre les Ivoiriens devant le fait accompli. Draman a la France et la communauté maudite internationale derrière lui. Les opposants, je ne vois pas qui est derrière eux. Parce qu'eux pensent que la population seule suffit. Non. Dans une guerre, quand tu es faible, fais appel à quelqu'un de plus grand pour t'aider. Le FPI n'avait pas compris ça. Je ne sais pas si le PPACI a compris. Mais les Ivoiriens, on doit se mettre ensemble. On doit avoir pour mission unique. Quand on se lève matin, je vais chasser Draman du pouvoir. Quelle que soit la manière, parce que Draman a utilisé toutes les manières pour arriver au pouvoir. Il n'a pas d'excuses. Draman n'a pas pu mettre les Ivoiriens ensemble. Au contraire, il a aggravé la division qui était entre les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. On ne se reconnaît plus. Entre frères et sœurs, on ne se reconnaît plus. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans les bureaux,
quand vous voulez dire quelque chose, dénoncer une mauvaise pratique, une mauvaise gouvernance, tu es obligé de regarder à côté de toi, à gauche, à droite, devant, derrière. Quand tu vois, il y a des gens qui sont là et puis tu vois que vraiment, quand tu vois leur visage, tu sais d'où ils viennent, tu te tais. Même dans le bureau. Aujourd'hui, la justice est totalement bafouée à Côte d'Ivoire. La fonction publique est totalement bafouée en Côte d'Ivoire. Tous les secteurs, ligne par ligne, cellules, tout est bafoué en Côte d'Ivoire. Il faut mettre fin à ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous avez la parole. Le mot d'ordre, Dramane doit partir et les Ivoiriens vont se mettre ensemble pour discuter ensemble, trouver un consensus national pour le futur des générations à venir. Pour nous, ce n'est pas... Nous, on est déjà vieux, mais on lutte pour les futures générations. Il faut que les générations futures ne tombent pas dans les mêmes problèmes que nous avions connus. Quand vous répétez une même erreur, c'est que vous n'êtes pas un être intelligent. Il appartient aux générations présentes de mettre en place les fondements solides, tracer les voies, niveler les voies, les chemins, pour que les générations à venir ne tombent pas dans les mêmes erreurs que les générations présentes et passées. J'attends vos appels. Parce que vous dites, avec Kwasi, on ne peut pas parler. Je vous donne la parole. Levez vos doigts et on va vous donner la situation est très dégradée en Côte d'Ivoire. La situation est très dégradée en Côte d'Ivoire. On ne doit plus jouer avec. On ne doit plus jouer avec. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Dans la ligne droite tracée par Oufou Boigny, où tous les Ivoiriens étaient ensemble. Tous les Ivoiriens étaient un et une. On doit défendre ensemble la République de Côte d'Ivoire. On doit défendre ensemble les intérêts des Ivoiriens en Côte d'Ivoire et les Ivoiriennes en Côte d'Ivoire. Et ceux qui y habitent, les bons étrangers sont les bienvenus. Les mauvais, il faut leur demander de rentrer chez eux. Et s'ils ne veulent pas rentrer, les mauvais, nous allons les pourchasser comme on a fait avec les Béninois. C'est tout. C'est comme aux États-Unis, c'est comme partout dans le monde. Vous êtes un bon étranger, vous êtes bienvenu. Regardez le gouvernement actuel. Il y a des étrangers dedans. Elon Musk, c'est un Sud-Africain. Il est né là-bas. Cash Papel, c'est un hindou. Ses parents sont arrivés ici. Les bons étrangers sont les bienvenus dans n'importe quel pays de la planète. Les mauvais, il faut leur demander de partir. Pour votre information, le président Donald Trump, hier, a pris une décision. Pour le moment, ce n'est pas encore validé, mais je viens d'entendre des publicités de la part du DSH.
excusez-moi. DHS, Department of Homeland Security, qui a parlé de ça. C'est-à-dire Donald Trump propose $1,000 à tous les immigrants illégaux qui veulent partir délibérément, rentrer délibérément chez eux. On vous donne un billet d'avion plus $1,000 pour rentrer chez vous. Vous êtes immatriculé ici. Si dans l'avenir, on a besoin de main-d'œuvre, on peut vous faire appel. C'est ce qui a été dit hier par le président Donald Trump. Et je me rappelle que la France a pratiqué cette méthode-là une fois chez elle là-bas. La France a déjà fait ça. Beaucoup d'Africains sont rentrés chez eux. J'ai oublié le montant qu'on leur donnait. Que la décision qui est prise encore, tout illégaux qui doit rentrer, quitter le territoire, si vous ne quittez pas, vous risquez d'avoir une peine de $1,000 par jour de temps que vous passez ici. C'est ça. Chacun protège son territoire. Chacun protège son territoire. Je vais être très clair avec vous. Nous devons protéger la Côte d'Ivoire. C'est la seule terre que nous avons. Le Ghanéen a sa terre. Le Congolais a sa terre. Le Guinéen a sa terre. Son pays. Son État. Et chacun est fier là-dedans. Si votre pays, la Côte d'Ivoire, devient un no man's land, ça c'est votre problème. Et nous ne voulons pas ça. C'est-à-dire un pays sans frontières. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est ce que Joe Biden a fait ici aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, à New York, ceux qui sont venus pendant cette période sont entassés dans des tentes. Vous voyez les tentes de tennis club là? Les tentes de tennis club, vous voyez une grosse bâche blanche ronde comme ça là, en bas du pont. Triborough Bridge, dans l'ancien temple, Triborough Bridge qui est devenu Robert Kennedy Bridge. En bas du pont là, ils ont mis 6 tentes. Et c'est dedans que les Africains sont parqués. Ceux qui ont la chance, on les a mis dans des hôtels. On les a mis dans les shelters. Le reste, on les a parqués dans des tentes et ils sont dedans depuis 2-3 ans. On leur envoie la nourriture, on leur envoie des fruits, on leur envoie des sandwichs. Ils ont mis des lits picots dedans. La dernière fois, je causais avec certains d'entre eux. Il y a des tentes de 500 personnes. Il y a une tente de 600 personnes. Et puis les autres tentes, c'est 300 personnes. Vous vous imaginez dans les conditions où ils sont. Et il y a des WC portables là, parce que en bas du pont là, c'était un espace de jeu. Donc c'est un espace qui est très grand, je connais très bien le coin. Il y a là-bas le tennis club de McEnroe. Il y a là-bas l'école de formation des sapeurs-pompiers. Il y a là-bas une centrale thermique de production d'électricité. Il y a à côté 100 aires de terrain de jeu.
sang est baseball, football, parce que j'allais là-bas avec mes enfants lorsqu'ils ont des compétitions. Donc, c'est sur ce terrain-là qu'on a dressé les tentes. 6 tentes. Une tente qui prend 600 personnes, l'autre qui prend 500 personnes et les autres qui prennent 300. Imaginez-vous 300 personnes dans une tente. Ils ont mis les WC portatives-là, c'est dedans. Vous pouvez aller vous laver, vous pouvez aller faire vos besoins et on vous envoie des sandwichs, on vous envoie, comment ça s'appelle, des fruits, ceci, cela. Voici ce que le libéralisme économique, le libéralisme a créé à New York. Ils ont accepté les gens. Les maires ont accepté les gens. Croyant que Biden a leur envoyé de l'argent pour les nourrir. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Donc, ils sont obligés de prendre l'argent dans leur propre budget. Et Donald Trump est arrivé et il ne veut même plus. Avec Donald Trump, il ne faut même plus parler de budget de l'État. Ce n'est même pas la peine. Donald Trump n'envoyera même pas un dollar pour nourrir ces gens-là. Donc aujourd'hui, ces États qui ont ces étrangers-là luttent. Ils veulent à tout prix les maintenir, mais ils n'ont pas de moyens. Ils sont obligés de creuser dans leurs moyens. À New York seulement, le temps qu'ils sont là, ça a déjà coûté près de 200 millions de dollars. Où ils vont prendre l'argent? Voici comment certaines politiques créent des situations graves dans le pays. Et c'est ce que nous avons en Côte d'Ivoire. Dramane a réussi à diviser les Ivoiriens. Dramane a réussi à faire des Ivoiriens des débrouillards. Des débrouillards. En Côte d'Ivoire, c'est de la vraie débrouillardise que les gens font. Ce ne sont pas des vrais métiers. C'est de la débrouillardise qu'ils font pour survivre. Je mets quiconque au défi d'apporter la contradiction. C'est de la débrouillardise aujourd'hui, les Ivoiriens vivent de ça. Il n'y a pas de vrai métier. Il n'y a pas de vrai emploi. Les vrais emplois sont très peu. Donc tout le monde se débrouille. Sauf celui qui peut, pour s'offrir un plat de placali et pro pour manger et aller dormir. C'est de la débrouillardise. Des entreprises, des industries, des Libanais qui emploient des gens. Aujourd'hui, on ne les embauche plus. On les emploie journalièrement. C'est-à-dire aujourd'hui, parce que si embauché, vous allez payer beaucoup de taxes parce que Dramane Ouattara a augmenté. Aujourd'hui, les taxes en Côte d'Ivoire, c'est au-delà de 50%. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus chers au monde où les taxes sont les plus élevées. Les taxes en Côte d'Ivoire sont plus élevées qu'en France. Donc, les Libanais préfèrent ne plus embaucher les Ivoiriens. Les Libanais prennent les gens par journalier. On a les journaliers. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des entreprises en Côte d'Ivoire, c'est de la pure débrouillardise. C'est-à-dire, ils prennent des gens pour travailler à qui ils ne peuvent pas verser un salaire, à qui ils donnent seulement l'argent de transport. Tu viens travailler, tu n'as pas de salaire, on te donne l'argent de transport. 12 000 francs, 15 000 francs dans le mois. C'est ça qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bonsoir, M. Douga.
Bonsoir, Monsieur Sissoko. Comment va? Donne-moi une finie. Allez-y, on vous écoute attentivement. Allez-y. Ok. C'est ça aujourd'hui qui se passe en Côte d'Ivoire. L'État même a proclamé depuis 2 ans maintenant, presque, le SMIC à 75 000. L'État de Côte d'Ivoire n'est même pas capable de respecter le SMIC que lui-même il a imposé aux autres. Draman Ouattara a divisé la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara a fait des Ivoiriens des débrouillards. Ils ne vivent que des débrouillardises. Draman Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire des drogués. Des drogués. Pour combler le déficit budgétaire, Draman Ouattara est obligé d'ouvrir une porte de la drogue pour faire rentrer la drogue en Côte d'Ivoire qui participe au PIB de la Côte d'Ivoire à 250 milliards. On ne peut pas faire rentrer la drogue dans un pays sans l'accord des autorités du pays. Vous ne pouvez pas faire venir la drogue aux États-Unis sans passer par la CIA. Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La drogue représente 250 milliards de pays dans le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de manière acceptée. La Côte d'Ivoire accepte qu'on vienne vendre, que le Maroc et d'autres pays viennent vendre parce qu'on donne des chantiers au Maroc. Et comme on ne peut pas payer, on n'a pas l'argent pour payer, on ouvre des portes d'entrée de vente de la drogue du Maroc en Côte d'Ivoire pour se payer à partir de ça. Draman Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire des drogués. Les policiers cassent 3000 fumoirs dans un mois. Le mois prochain, c'est 6000 fumoirs. C'est-à-dire aujourd'hui, on vend la drogue dans les écoles, dans les lycées. On vend la drogue dans les collèges. Paraît-il que même aussi dans les écoles primaires. Mais lycée, collège, l'université, bon ça, on ne parle même plus de ça. La débauche sexuelle, voici ce que Draman Ouattara a créé en Côte d'Ivoire. La débauche sexuelle, parce qu'aujourd'hui la prostitution participe à 150 milliards de francs CFA dans le PIB de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de prostituées. C'est ça la vérité. Un pays de drogués, un pays de prostituées. Et encore pire, les filles ivoiriennes qui, pour avoir 5 000 francs, 10 000 francs, sont obligées de coucher avec des chiens. Avec des chiens, des animaux. Et les Blancs sont assis autour pour regarder et boire leur whisky, leur Campari au Coca-Cola, au moment où les animaux sont en train d'enculer nos sœurs à la zone 4. Ça, c'est un journaliste français qui a écrit un article dessus parce que lui-même il était là et il voyait ça. Voici ce qui est arrivé, voici ce que Draman a créé en Côte d'Ivoire. Vous allez en Côte d'Ivoire, faites attention avec les filles avec lesquelles vous allez coucher. Si ce n'est pas des filles qui ont déjà couché ou bien qui continuent de coucher avec des animaux, des chiens et autres. Faites très attention. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un journaliste français qui a enquêté et qui révèle ça. Voici ce que la Côte d'Ivoire est devenue sous Draman Ouattara. On fait les ponts, on fait les, choses. Mais ce n'est pas ça qui fait le développement. Ce n'est pas ça qui fait le développement. Ivoiriens, Ivoiriennes, quand vous vous levez le matin, levez-vous sur le pied droit, avec une seule mission en tête, chasser Draman Ouattara. Et après qu'il soit parti,
Nous-mêmes, entre les Ivoiriens, on va faire notre palabre, c'est-à-dire on va se dire les vérités. Toi, tu as fait ça, c'est pour ça que ceci est arrivé. Tu ne devais pas ça. Pourquoi tu as fait ça? Ok, on pardonne, on laisse tomber. Et puis on redémarre à nouveau notre Côte d'Ivoire, notre beau pays. Nous, quand nous étions à l'école primaire, on avait notre livre de lecture, Côte d'Ivoire, notre beau pays. Je ne sais pas si vous avez connu ça, nous on a connu ça. En Côte d'Ivoire, il y avait une émission qui passait de 14h à 14h30. Côte d'Ivoire, beau pays, Côte d'Ivoire, beau pays. Aujourd'hui, ce n'est plus Côte d'Ivoire, beau pays. Ce ne sont pas les ponts qui rendent un pays beau. Ce n'est pas les routes qui rendent un pays beau. Ce qui rend un pays beau, c'est le bien-être de la population. Les gens qui dorment dans les Sojefia, les gens qui dorment dans les Sikoji, qui dorment dans les maisons, qui ont un toit à dormir et qui mangent à leur faim. C'est ça qui est le beau pays. Le reste, ça vient compléter dessus. Monsieur Sissoko, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, bonsoir, M. Douga. Bonsoir, M. Sissoko. Vous m'entendez très bien. Hein? Très bien, oui. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. En effet. J'ai écouté attentivement, M. Douga. Vous avez touché beaucoup de sujets. Je vais essayer de brosser un peu tout ce que vous avez touché. D'abord, je vais commencer le cardinal Robert Sarah. On est en train de prier M. Douga pour que Robert Sarah soit le futur pape. Mais comme vous venez de dire, les Blancs, ils sont racistes. C'est notre rêve qu'on a un pape noir. Quand vous prenez Robert Sarah, c'est quelqu'un il est guinéen d'origine, qui est très franc, qui est quelqu'un qui dit la vérité. Il est très franc. Il a toutes les qualités. Il a toutes les qualités d'être le prochain pape. Mais comme vous venez de dire dans votre narration, les Blancs sont racistes. Et je ne crois pas qu'il va être le prochain pape. Mais en ce qui concerne la qualité, il a tout, M. Douga. Ce monsieur-là, il a toutes les qualités. Et je vous apprends qu'actuellement, nous suivons de près ce qui se passe. Même, les Américains le supportent. Avant, il est conservateur. Il est conservateur. Oui, il est contre les homosexuels, tout ce qui est. C'est-à-dire, il est le contraire. Il est le contraire du pape qui vient de mourir. Oui, François, et les Américains admirent Robert Sarah. Les Européens même, une grande partie de la population, une grande partie du clergé européen le supporte. Mais ce sont les Français. Effectivement. Si ça ne serait pas le raciste, il a toutes les qualités, comme je viens de dire, d'être le prochain pape. Merci, mais hélas, on est en train de prier pour lui si ça va marcher. On prie fort, on prie fort. Voilà. Mais en ce qui concerne le racisme, voilà, c'est toujours ça. Vous avez cité le gars Ibrahim là, qui a été assassiné en France tout dernièrement là. C'est tout ça là. On est ségrégés partout, les Noirs qui sont. Ce Michel a été poignardé 57 coups de couteau, assassiné. Oui, donc vraiment c'est triste. Et que rien ne sort. C'est que tout ce que j'ai vu là, ils ont amené le corps, prié sur le corps, au niveau de la mosquée, ils ont rapatrié le corps, mais après, rien ne va s'en sortir dans cette affaire-là. Bref, que Dieu nous sauve. En ce qui concerne la richesse de l'Afrique, l'Afrique c'est le continent le plus riche. Vous avez cité la Guinée et la Côte d'Ivoire. Vous prenez la Guinée, nous avons le plus grand gisement de fer au monde, le Simandou. Et quand vous prenez la bauxite, la Guinée est le premier pays producteur de bauxite. Bon. Mais tous, depuis plus de 60 ans, on est en train d'exploiter ces gisements-là. La Guinée n'est pas sortie de la pauvreté. Oui. Donc, au passé, ouvrez la Côte d'Ivoire. Vous êtes le premier pays producteur de cacao. Mais le prix du cacao est fixé au niveau de Londres, le marché mondial de Londres et les États-Unis. Et vous voyez le prix du kilo de cacao en Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 2200 francs CFA.
c'est à peu près 3,0. Donc, sur le marché international, la tonne de cacao, c'est actuellement c'est 7 000 $. Avant, l'année dernière, c'était 10 000 $. Le prix a un peu baissé. Mais la raison de 7 000 $, c'est déjà énorme. Imaginez, si c'est la Côte d'Ivoire qui fixait le prix du cacao, ça allait, le PIB de la Côte d'Ivoire allait doubler, allait augmenter. Mais les prix là... Attends, je vais t'arrêter là d'abord. Ça, c'est le raisonnement qu'on dit. On ne fixe pas nos matières premières, ce sont les Blancs qui fixent. Les Blancs fixent petit, mais nos paysans, on leur donne combien? C'est ça aussi le problème. On accuse les Blancs, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, comme vous-même vous venez de dire, le prix a flambé l'an passé. Aujourd'hui, c'est toujours aujourd'hui, c'est l'équivalent de 7 000 francs CFA le kilo. Mais la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara donne combien aux paysans? Le Cameroun donne 6 000 francs CFA. C'est le même CFA que nous utilisons. Ça, c'est à peu près 7 euros. 7 euros. Oui, 6 000 francs CFA aux Camerounais. C'est 7 000. Nous, c'est ça qui m'étonne. On donne 1 500. Il a fallu que le nouveau gouvernement, le nouveau président ghanéen arrive. C'est lui qui a dit non, c'est trop bas. Ouais, par rapport au le premier pays producteur du cacao. Exactement. Donc, il faut qu'on augmente. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à 2200. Mais même ça, la 2200, là, c'est... Donc, ça veut dire que même si les Africains fixaient le prix, ils n'allaient jamais fixer... si c'est Draman qui devait fixer, peut-être même il allait donner ça cadeau aux Français, puis donner nous des ristournes. Ah oui. Ah oui. Draman peut dire, écoutez, on donne notre cacao cadeau à la France, donnez-nous des ristournes. C'est vraiment triste pour l'Afrique. C'est vraiment triste, monsieur Sissoko. C'est le continent le plus riche au monde et que le continent se trouve dans la misère encore totale qui dépasse son nom. Regardez tous ces pays-là, vous trouverez l'or, vous trouverez la bauxite, vous trouverez l'uranium, vous trouverez le pétrole. Vous avez cité Kadhafi. Kadhafi, c'était un exemple. Moi, j'ai un ami qui a fait Libye, le temps de Kadhafi. C'est les ressources principales de Libye, c'était le pétrole. Lorsque Kadhafi est arrivé au pouvoir en Libye, Libye, c'était un pays désert, c'était un pays qui n'était pas développé. Mais grâce au pétrole de Libyen, Kadhafi a pu transformer la Libye. À l'époque, lorsque Kadhafi était président en Libye, dirigeant de Libye, l'éducation, M. Dougan, c'était gratuit. La santé, c'était gratuit. Kadhafi a été capable d'assurer... Monsieur Sissoko, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai eu des amis étudiants ici. On était ensemble à l'université à New York ici. Ah, ok. Au moment où nous, on paye, mais ce sont des gens, ils recevaient minimum 12 000 $ pour leur scolarité. Oui. 12 000 $. Sans compter, c'est-à-dire ça, c'est leur argent de poche. Hein. Les Libyens qui étaient ici, ça, c'est leur argent de poche. Sans compter la scolarité que le gouvernement libyen payait. Oui. Oui, Junier. Non, mais c'est une évidence. Alors que la Côte d'Ivoire même, les étudiants, je te fais une révélation. Il y a des étudiants qu'on a fait venir aux États-Unis ici pour étudier, qu'on ne pouvait même pas payer la bourse de l'école. Qu'on ne pouvait même pas payer l'école. On ne pouvait pas leur donner la bourse. Ils sont obligés de quitter. Ils sont restés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le gouvernement vend les bourses d'études à 5 millions. Je connais des gens qui ont payé les bourses d'études en Côte d'Ivoire actuellement avec le gouvernement. Ils ont payé. Ceux qui sont riches, mais les pauvres. Non, les pauvres, si tu n'as pas 5 millions, si tu n'as pas 5 millions pour aller payer, comment ça s'appelle, une bourse d'études à Abidjan pour que ton enfant vienne aux États-Unis, mais ton enfant même, il n'a qu'à être beau, intelligent, il va rester à Abidjan. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est évident. Vous avez 5 millions
vous allez payer bourse d'études à Abidjan et votre enfant vient ici pour étudier aux États-Unis. Alors que c'est l'Amérique qui a donné ces bourses. Ah oui, effectivement. Donc, c'est une question de visionnaire. On n'a pas de leader visionnaire comme Kadhafi. Kadhafi a pu transformer son pays. Il a assuré la sécurité, la santé, l'éducation aux Libyens. Les Libyens ne sortaient pas le temps de Kadhafi. Quand vous voyez les Libyens sortir, la seule erreur, l'erreur de Kadhafi, c'est parce que Kadhafi est allé s'allier, quand Kadhafi était éloigné et s'éloignait de la France, il était en paix. Mais depuis que Kadhafi est parti marcher sur les tapis rouges de Sarkozy en France, ça a été son malheur. Ça a été le jour de son malheur. Effectivement. Effectivement, c'est une réalité. Donc, on espère qu'on a des visionnaires africains qui commencent à comprendre. Votre président Doumbouya, il a envoyé combien de Guinéens pour aller étudier dans les universités de Paris, dans les universités américaines, dans les universités de Chine, dans les universités de, Patrice Lumumba en Russie. Il a envoyé combien d'études, combien de boursiers pour venir relever le défi. En matière même, ne serait-ce que la transformation, l'exploitation et la transformation du fer, l'exploitation et la transformation du bauxite, de l'or et autres. Mais M. Douba, c'est ça que j'ai entendu vous dire. Alpha Condé, c'est sa femme Alpha Condé, c'est sa femme qui donnait les parcelles d'exploitation d'or et de diamants. Comment on peut comprendre des choses comme ça? Allez-y, c'est ça que je vous dis, qu'on n'a pas de dirigeants visionnaires comme Kadhafi. Non, ils sont visionnaires pour leur famille. Ils sont visionnaires pour leur famille. Quand je dis visionnaire, c'est pour travailler pour le peuple. Oui, c'est ça qui nous manque. Pour le bien-être. Le bien-être du peuple, comme Kadhafi. Sinon, je ne peux pas comprendre. La Guinée est l'un des pays les plus riches en Afrique. On a toutes sortes de richesses. Comment, après 66 ans de l'indépendance, on est incapable de s'en sortir de la misère, de la pauvreté. Jusqu'à présent, on est en train de traîner. On a toutes sortes de richesses que Dieu nous a données, mais on est en train de traîner parce qu'on n'a pas de président visionnaire. C'est ça qui nous manque, comme Kadhafi. Vous allez beau dire, monsieur, dans les années 1900, vous-même, vous le dites, dans les années 1970, jusqu'à 1980, l'Afrique avait le même niveau que de la pauvreté que la Chine. Les Chinois mouraient du faim. 1980. Les Chinois mouraient du faim en Chine. Oui, mais il a fallu leur leader là pour travailler, pour s'en sortir de la misère. Les Émirats arabes, les Émirats unis arabes ou quoi, en 74, ils mouraient de famine. C'est Nigeria qui les nourrissait. On n'avait pas encore découvert du pétrole là-bas. Quand on a découvert du pétrole. Aujourd'hui, c'est Nigeria qui va faire procession. C'est Nigeria qui va faire taxi à Dubaï. C'est honteux des Africains. Tout ça là, c'est un manque de leadership. C'est le leadership qu'on est en train de dire. C'est un manque de leadership. Tant qu'on n'a pas un leader visionnaire, on ne va pas s'en sortir. Montre-moi où il y a école de leadership et puis on va demander à nos Africains d'aller étudier là-bas. Non, il ne s'agit pas d'avoir des grands diplômes. Il s'agit seulement de regarder, M. Douba, de prendre des exemples sur des chefs de l'État qui ont fait un grand changement dans leur pays. Vous prenez Lula, le président brésilien. Un ouvrier. Il a fait, lorsque son premier mandat, il a fait sortir plus de 50 millions de Brésiliens dans la pauvreté. Son programme social. Il a fait sortir. C'est pourquoi il a eu encore le deuxième mandat. C'est pas pour rien. Quand tu travailles, les gens vont toujours te réclamer. C'est ça qui se passe. Donc, il s'agit seulement de prendre des exemples sur les Lula, Kadhafi et d'autres chefs de l'État qui ont changé leur pays et vous appliquez la même méthode. Les Africains n'aiment pas les bons exemples. Et ils n'aiment pas les bons exemples. Non. Africains n'aiment pas bons exemples. Africains aiment le mal. C'est tout ce qui est mauvais.
C'est qui est mauvais. Merci. C'est ça, le mot. Maintenant, le cas de la Côte d'Ivoire, il faut terminer très rapidement. J'ai entendu dire que Alassane Ouattara va remettre le nom de tous ces leaders-là sur la liste électorale. Vous croyez cela, M. Dougan? Oui, non, il va le faire. Il va le faire. Moi, je ne crois pas. Non, il est obligé, il est condamné. Parce que les gens qu'il a enlevés là, il n'y a aucune preuve comme Laurent Gbagbo. Il n'y a aucune preuve contre M. Thiam. Il n'y a aucune preuve contre M. Chose. Parce qu'aujourd'hui, ceux mêmes qui ont mis Dramane au pouvoir ne sont plus d'accord avec lui. Et si Dramane persiste qu'il y a une situation qui dégringole en Côte d'Ivoire, nous allons basculer contre la France. Nous serons contre la France. Et ce sera l'Europe qui va perdre. Or, dans le monde, la configuration du monde qui arrive là, la France, l'Europe, ils sont très en pointillés. S'ils perdent la Côte d'Ivoire, c'est le pivot de la France en Afrique. S'ils perdent la Côte d'Ivoire, c'est fini pour eux. Hein. C'est fini même pour toute l'Europe. Oui, je comprends cela, mais pour le moment, là, moi, je ne vois pas ça pour le moment. Compte tenu de la situation il va mettre leur nom. Il va mettre parce qu'il a tout goupillé au niveau de la commission électorale. Il a tout goupillé là-bas. Donc, même que ce soit lui ou bien un autre qui va se présenter, il va le gagner. Il va les mettre sur la liste. Il va mettre. S'il ne le fait pas, ce sera à ses risques et périls. Il va mettre leur nom. On verra ça. On verra ça. On verra ça pour croire. En tout cas, pour le moment, moi, je ne crois pas à cet âge-là. Mais on va voir si ça va arriver. On espère que cela arrive. Il va mettre. Oh, ok. Il va mettre. Il va mettre leur nom. On va voir. Donc, c'est ça qu'il a voulu dire. Merci beaucoup, merci. Le frère Sissoko, merci beaucoup. Bon, vraiment, c'est malheureux pour les pays africains, c'est malheureux parce que on ne sait pas comment ça s'appelle. C'est pour ça que je dis que nous, les Africains, on ne fait pas la politique, on fait de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, en fait. Donc, merci beaucoup, merci, M. Sissoko. Alors, aujourd'hui, on devrait recevoir le GPS, le responsable, M. Sidibé, mais malheureusement, ils sont très, 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 très occupés. En tout cas, ils sont très occupés actuellement. Il est tout le temps parti. C'est pour ça qu'on n'a pas eu ce soir. Mais on remet encore mardi prochain, si c'est possible. On fera l'émission mardi prochain avec le GPS, avec le responsable du GPS aux États-Unis ici. Nous allons discuter de tout et de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comment se porte le GPS, comment se porte le président, sa tournée au Ghana, tout ça là. Et on va parler de ça. Si la semaine prochaine, Dieu le veut, Inch'Allah, nous allons recevoir le GPS. Le mardi prochain, aujourd'hui, ça n'a pas été possible, c'est pas notre faute. Monsieur le responsable est très, très, très occupé. Ils sont en conférence, ils sont en réunion tout le temps. Bon, je m'arrête là. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre fidélité à Jacques Roger Show International qui existe depuis 2005. Donc, un seul mot. Quand l'Ivoirien se réveille le matin sur le pied droit, un seul objectif, dégager Dramane Ouattara. L'annonce sur la liste, c'est pas ça la chose la plus importante parce que à ses risques et périls, il mettra le nom de tout le monde. Mais la commission électorale, on n'ira pas à une élection avec cette commission électorale. Mettons à part, mettons de côté nos divergences politiques. Ce n'est pas une affaire de Thiam contre Gbagbo, Gbagbo contre Soro, Soro contre, comment s'appelle Gbagbo. C'est fini ça. On n'est plus à ce niveau de débat. Menons la lutte, dégageons Dramane, et puis lavons le linge sale entre nous pour restaurer notre pays où il nous a laissé pour bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire pour les futures générations. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Merci encore, M. Sissoko. Préparez-vous. Je vais vous